J'ai rencontré Alain il y a 3 ans et on a décidé de travailler ensemble. Je l'avais rencontré à une conférence et puis cet homme-là m'avait émerveillée par la simplicité avec laquelle il exposait des choses très compliquées, des choses très complexes. Je l'ai invité sur LinkedIn, il m'a répondu. Et je lui ai dit, vous savez, vous m'avez traité de catalyseur pendant la conférence, hein, donc votre catalyseur, là, il aimerait bien vous rencontrer. Et, pof, son numéro de téléphone, son adresse, il m'a dit, appelez-moi, et on se rencontre. On a passé l'après-midi ensemble. Je suis émue, je suis désolée. Donc, on a passé l'après-midi ensemble, ça a été merveilleux, et à la fin de l'après-midi, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Et je lui dis, je ne sais pas. Il me dit, mais si vous êtes venu vers moi, c'est que vous voulez faire quelque chose avec moi. Et on a commencé à se rencontrer régulièrement. Et un jour, je lui ai dit, c'est passionnant tout ce que vous faites. Eh bien, moi, j'aimerais bien faire de la recherche, mais j'ai une formation de juriste et ensuite une formation de psycho. Mais alors, la recherche, j'en ai jamais fait. Et en sociologie, encore moins. Et il m'a dit, c'est banco, il n'y a pas de souci. Si l'envie est là, et il m'a dit, je crois que vous êtes une vraie socio-perceptive. Alors, si l'envie est là, avec la socio-perception, allons-y. Et voilà comment je me suis lancée. Et grâce à cet homme-là magique, j'ai osé faire de la recherche-action, qui aboutira sur un livre l'année prochaine. Et vous verrez dans ce livre l'ensemble de la recherche, parce que là, ça va être une synthèse. Et vous aurez le plaisir aussi d'avoir des chefs d'entreprise qui ont été interviewés et qui sont des merveilleuses personnes, qui sont des très très belles personnes, qui donnent vraiment envie d'agir pour continuer à transformer la société. Alors, la recherche-action, c'était sur la métamorphose humaniste dans les entreprises. Il y a eu 126 personnes d'interviewées, dont 60 chefs d'entreprise. Au final, qu'est-ce que nous dit cette restitution de cette métamorphose humaniste? Est-ce que les entreprises se métamorphosent? Est-ce qu'il y a des tendances lourdes, des signaux faibles qui nous permettent de dire que c'est en train de germer en douceur et en profondeur dans le milieu de l'entreprise? Alors, l'entreprise, je suis désolée, je les ai catégorisées. Je ne suis pas arrivée à faire autrement. Ça m'a gênée parce que j'ai l'impression que je les ai figées. Et donc, c'est un processus évolutif. Pensez bien que c'est du vivant. Donc, il peut y avoir la croissance, du développement, et puis des accidents de parcours des entreprises, comme chez les êtres humains. Et à ce moment-là, eh bien, ça recule. Mais c'est un processus évolutif. Alors, les premières, elles représentent que 10% de la cible, et j'en étais ravie, parce que c'est des entreprises qui sont axées sur leur certitude, sur leurs croyances, qui sont vraiment sur le court terme et sur le financier. Et même, donc on a commencé en novembre 2019, je l'ai fini en mai 2021, et même avec la crise sanitaire, ça n'a pas beaucoup bougé. Ensuite, il y a les entreprises évolutives. Elles représentent 42% de la cible. Alors ces entreprises évolutives, elles comprennent les enjeux sociétaux, environnementaux, les défis, mais elles surfent dessus. Elles en font finalement une idée de profit sans vraiment avoir envie de transformer la société, enfin l'entreprise, en profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Entre les paroles et les actes, il y a une dissonance. Il y a une dissonance. Et cette dissonance à l'intérieur de l'entreprise pose un gros problème parce que ça génère du stress, ça génère de la confusion, ça génère du désengagement. Le salarié à l'intérieur de cette entreprise, pourtant il y a des stratégies, le salarié au cœur, human inside, etc., etc. Eh bien le salarié là-dedans, il est vu comme finalement un facteur de production, une variable d'ajustement, et un centre de coût, et surtout pas un centre de valeur. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec ces entreprises-là? Eh bien, il y a une confusion. Il y a une confusion qui se fait entre la finalité, les objectifs et les moyens. Je vous donne un exemple très simple. Le digital. Eh bien, le digital, figurez-vous que dans ces entreprises-là, ce n'est pas un moyen, c'est un objectif. Et le digital n'est qu'un outil au service d'une intention, d'une stratégie. Une autre confusion,
qui est plus embêtante encore, celle-ci, c'est que globalement, quand on fait un projet d'entreprise, eh bien le projet d'entreprise, le débat se fait sur les moyens, les outils, les méthodes, au lieu de se faire sur l'intention. Quelle intention, quelle valeur économique, quelle valeur sociétale, quelle valeur environnementale je veux amener. Donc on a, c'est pareil, un décalage de niveau dans la compréhension, ce qui fait le bonheur des consultants. Hein. Donc ensuite, nous avons les entreprises transformationnelles. Elles représentent 30%. Donc ces entreprises-là, elles sont hyper intéressantes hein, parce qu'elles comprennent. Elles comprennent les enjeux, les défis actuels. Il n'y a pas de souci. Et elles ont l'intention d'y répondre. La problématique, c'est que l'intention pour le passage à l'action, ça demande un bouleversement organisationnel, culturel et comportemental. Et comme les autres entreprises, elles ont des difficultés dans certains passages. Le passage, finalement, d'une logique binaire, linéaire, à une logique circulaire, c'est-à-dire à une logique du tiers inclus. Et elles ont vraiment des difficultés. Il faut beaucoup de courage pour réaligner l'entreprise et les acteurs de l'entreprise et les parties prenantes. Et aussi faire en sorte qu'on relie le court terme au moyen terme. C'est difficile et il y a des peurs. Pourquoi il y a des peurs? Ben parce que le business est là. Donc les résultats sont là. Et quand les résultats sont là, se transformer, se métamorphoser est vraiment difficile. Alors ensuite, il y a les entreprises génératives. Alors les entreprises génératives, je les aime beaucoup. Ce que nous avions décidé avec Alain, c'est de choisir des socio-perceptifs, c'est-à-dire ceux qui savent capter, ceux qui sont en résonance avec leur environnement. Et donc, vous verrez tout à l'heure, j'aurai le plaisir d'accueillir des chefs d'entreprise inspirants, des chefs d'entreprise, quand vous les entendez parler, ça vibre. C'est-à-dire que vous n'avez pas un discours creux. Il y a une émotion qui se dégage d'eux. Ce sont vraiment des très belles personnes et elles œuvrent pour que la métamorphose, finalement, éclose. Ils prennent soin de cette métamorphose. Alors, qu'est-ce qui se passe? En quoi ils sont différents? Ben, ils sont différents, d'une part, parce que j'ai emprunté le mot génératif à un monsieur qui est en psychologie, Milton Erickson. Milton Erickson a créé la théorie de la croissance et du développement humain, avec 8 stades. Le stade génératif, c'est le 7e stade. C'est le moment où la personne, finalement, a eu un développement et une croissance qui lui permet de s'intéresser aux autres, à l'environnement. Donc, ces personnes-là, dans leur entreprise, finalement, ont conscience des enjeux et sont en résonance, à l'écoute. Vous verrez tout à l'heure, régénérer un métier, réparer la société, refaire de l'industrie autrement. Donc vous avez plein de choses comme ça. Il y a toujours une intention, et cette intention se fait dans l'écosystème. Et donc, ce n'est pas des stratégies qu'ils ont, ils ont des visions écosystémiques. Écosystémiques, des visions, pourquoi? Parce qu'ils rassemblent autour d'eux, ils fédèrent. Ils fédèrent un secteur d'activité, ils fédèrent un territoire. Et donc, ils sont ensemble avec les autres. Et donc, ça crée de la valeur pour l'entreprise et ça crée de la valeur pour le territoire. Et il faut une chose, hein, c'est-à-dire que globalement, les autres entreprises sont axées sur l'organisation visible. Et là, ces chefs d'entreprise sont axés sur l'organisation invisible. Alors vous allez me dire, c'est quoi une organisation invisible? Eh bien, une organisation invisible, c'est les liens. C'est les liens que tissent les personnes à l'intérieur de l'entreprise, des liens de qualité où l'espace dans la relation est permis. Il y en a un qui me disait un jour, eh bien dans l'interview, j'ai pas le temps de faire ça. Vous me demandez beaucoup. Et le président directeur général a répondu, mais justement, profitez d'être dans une entreprise qui vous laisse le temps de réfléchir et de faire. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont rapproché, finalement relié le temps court et le temps long, d'une part, et d'autre part, ce lien, eh bien, ils le tissent aussi dans leur écosystème avec les autres acteurs. Et ce qu'on voit émerger, eh bien, on voit émerger l'entreprise du lien. Et c'est la première, et vous verrez qu'il y a 3 typologies de liens dans cette recherche-action. L'impact sur les salariés. On a parlé de générativité et de maturité psychosociale. Et ça a été très très bien dit tout à l'heure au niveau de la première table ronde. Eh bien, quand on est manager, il y a une chose, c'est bien comprendre le niveau de maturité psychosociale du salarié que l'on encadre. Parce que dès qu'il y a un décalage entre la maturité psychosociale du salarié, les valeurs du salarié, eh bien, il y a des tensions. Il y a des tensions, il y a des stress. Donc, vous verrez tout à l'heure en conclusion, l'entreprise, elle est aussi éducative. Et j'ai repris une phrase d'Einstein que j'ai modifiée quand même. Donc Einstein disait quelque chose à peu près ça. Le problème d'aujourd'hui n'est pas le changement dans la structure, parce que dans les 3 typologies du haut d'entreprise, elles font des transformations structurelles. L'entreprise est un organisme vivant, donc ça ne peut pas être que des changements structurels. Ce sont des changements organiques et ensuite c'est la structure. Et on fait pourtant l'inverse. Et donc, le changement n'est pas dans la structure, mais le changement est dans le cœur des organisations à intégrer l'humain. Moi, j'aurais dit l'humain, mais bon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les facteurs d'accélération? Les facteurs d'accélération, il y a une chose, l'entreprise n'est pas hors sol. Donc, elle va être influencée par la société, elle va être influencée par la personne et beaucoup d'autres éléments. Donc, la personne générative, eh bien, c'est la personne qui est en lien avec soi, qui est en lien avec les autres et qui est en lien avec son environnement. Et donc, on voit la dimension ternaire dont parlait Edgar Morin, qui est finalement ces 3 liens qui s'influencent et qui s'articulent, et ça crée eh bien, l'éthique humaine. Alors ensuite, ces personnes-là, génératives, qui sentent, qui résonnent avec leur environnement et qui sont en capacité d'agir par et avec l'environnement, eh bien, elles ont des préoccupations écologiques, sociales, sociétales, j'accélère, et éducatives. Éducatives, pourquoi? Eh bien, parce que les enfants, eh bien, les interpellent. Alors Alain avait vu l'évolution de la famille et de la personne. Et là, on se retrouve dans les résultats de l'étude, c'est une coéducation. Les enfants éduquent les parents et les parents éduquent réciproquement les enfants. Et on voit, et Irène nous en a bien parlé, de ce mouvement à l'intérieur qui se fait de coéducation. Ensuite, ce que l'on voit, c'est la maturité générative. La maturité générative est de plus en plus tôt chez les générations. Et j'ai assisté à la restitution de l'enquête qu'a fait l'association du réveil écologique. Donc c'est 30 000 jeunes d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs. Ils interpellent sur l'écologie, ils interpellent l'entreprise sur où est-ce qu'elle en est, pour intégrer ces dimensions sociales, sociétales et environnementales. Et ils interpellent également les écoles sur les programmes. Quels sont les programmes que vous allez nous construire afin que nous puissions être acteurs et agir sur les problématiques d'aujourd'hui? Et ensuite, il y a le digital. Et le digital, c'est le lien, c'est la mise en réseau. Et une personne qui s'appelle Michel Serres disait « Ce qui va transformer et ce qui transforme depuis toujours la société, c'est la communication. Mais au travers de la communication, plus que la communication elle-même, c'est le support. Et ce qu'on voit avec le digital, c'est vraiment le lien. » Et donc, le développement de la personne et de la croissance enclenche des mutations fortes
qu'illustre parfaitement Roger Su, c'est un sociologue qui a écrit un très bon bouquin qui est La contre-société, eh bien les mutations de notre société peuvent inquiéter, réveiller les nostalgies et encourager les rêves les plus fous. Elles ont bel et bien lieu. Les liens ne se délitent pas, ils restent puissants et surtout ils se recomposent. Et je crois que c'est la problématique, c'est qu'on ne voit pas bien ces liens qui se recomposent, mais ils se recomposent réellement. Ce qui fait apparaître l'émergence de la société du lien. Vous aurez un très beau livre sur la société du lien tout à l'heure, si vous voulez, à partir de 10h, quand le libraire va arriver. En synthèse, eh bien, la personne dans la société, il y a l'émergence de la spiritualité. L'émergence de la spiritualité, c'est finalement comment est-ce que je suis utile et comment est-ce que je contribue aujourd'hui au bien commun. Donc il y a cette émergence-là. Ensuite, il y a l'émergence de la cogénération. Alors ça se renforce aussi avec la crise sanitaire. Parce que, eh bien, je vous ai dit qu'il y avait la coéducation et puis il y avait la maturité générative de plus en plus tôt. Ce qui se passe, c'est que cette cogénération, finalement, fait apparaître ce petit préfixe latin qui est l'association, ensemble. Ensemble, et il y a une solidarité qui se dégage et une inclusion. Ensuite, il y a l'engagement. Alors, dans l'entreprise, l'engagement. L'engagement, eh bien, l'entreprise n'engage plus la personne. C'est le salarié qui décide de s'engager dans l'entreprise. Et ça, on le voit de plus en plus. Et la grande majorité des chefs d'entreprise disaient que la guerre des talents est vraiment commencée. Ensuite, eh bien, le salarié, il rentrait, alors je vais donner un exemple, contrôleur de gestion, et il était contrôleur de gestion dans l'entreprise. Et finalement, ce qu'il veut être acteur. Et il veut aussi façonner l'entreprise et la façonner avec les autres par rapport à ses convictions et à ses valeurs. Et puis, il désire eh bien, être acteur du développement de ses capacités et de ses compétences. Irène en a parlé tout à l'heure. Il s'agit de capacité à se relier, capacité à écouter. Et ensuite, on rentre dans l'entreprise avec la dimension transactionnelle du don, dont Alain Caillé parle très très bien. C'est demander, donner, recevoir, rendre. Dans les autres typologies d'entreprise, c'est j'ignore, je prends. Je me souviens plus des 4 temps, mais je suis extractive, d'accord ? Et ensuite, l'entreprise dans la société, eh bien, l'entreprise est un catalyseur de la transformation de la société. Elle l'a toujours été, mais là, elle devient avec un projet qui porte sens et elle construit finalement des dessins. Et ces dessins sont porteurs de sens et ce qui manque énormément aujourd'hui. Et dernière chose, elles ont un rôle éducatif. Un rôle éducatif des salariés, on l'a vu, pour être à l'écoute de l'autre dans sa maturité psychologique. Ça ne sert à rien de vouloir pousser un salarié s'il n'a pas d'autonomie. Quelle est la maturité psychologique du salarié pour l'aider à croître et à se développer? Et puis il y a un rôle éducatif avec les consommateurs par rapport à tout ce qui est écologie, n'est-ce pas Olivier? Donc il y a vraiment un changement de paradigme. Un changement de paradigme qui se fait vraiment par rapport au lien, à la construction du lien. Les slides sont dans le dossier. Et j'ai repris la phrase de Gaston Bachelard en 1934 dans la formation de l'esprit scientifique. Gaston Bachelard a écrit ceci. Loin que ce soit l'être qui illustre la relation, c'est la relation qui illumine l'être. Et c'est vraiment un changement, un passage, et on voit que c'est la relation et le lien qui permettra de relever les défis, qui sont des défis environnementaux, économiques, sociaux et sociétaux. Et je conclus, la métamorphose, Alain avait bien tout vu, et la métamorphose, c'est vraiment cette transformation. Vous savez, en biologie, dans la chrysaline, ça chamboule, ça bouge, etc. Et c'est vraiment un chamboulement. Et donc, les catalyseurs de la métamorphose humanique sont conscients de cette transformation en profondeur. Mais c'est un mouvement de continuité et de discontinuité.
Ça veut dire quoi au juste? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va garder. Ces catalyseurs, ils ne renversent pas la table comme dans les révolutions, mais ce qu'ils font, c'est que ce qu'il faut garder et qui est important pour la métamorphose, ils le gardent. Ce qu'il faut laisser partir, ils le laissent partir. Et ce qu'il faut créer et innover, eh bien, ils le font ensemble. La dimension humaniste, eh bien, réinventer et réintégrer le sens de l'humain dans l'entreprise, dans la société. Les valeurs qui sont été données dans l'étude, c'est solidarité, bienveillance, altérité, éthique, équité, empathie. Et la dernière chose, eh bien, Alain disait toujours prendre soin, protéger. Et là, on voit l'émergence du lien. Comment pouvons-nous protéger ce mot qu'est le lien, de façon à ce que ça ne devienne pas une valeur marchande. On a la spécialité, quand on découvre quelque chose dans notre société, c'est tout de suite ensuite d'en faire une valeur marchande. Alors cette valeur marchande réduit le sens, et puis réduit en même temps la pensée, le raisonnement, parce que ça devient quelque chose de binaire, de linéaire. Et puis la dernière question qui leur a été posée, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il y a comme élément? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et ça a été à peu près unanime, c'est l'éducation. L'éducation. Et je finirai par Margaret Mead. Ne doutons jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est même de cette façon que cela s'est toujours produit. Merci de votre attention.